All right, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. J'imagine que tout le monde m'entend bien et que tout est beau. Max, tu me tiendras au courant si jamais ce n'est pas le cas. Euh, Aujourd'hui, en fait, je sais pas si Max, on monte mon écran en ce moment. Oui, parfait. Cool. Aujourd'hui, ça va être relativement simple. On a 20 à 30 minutes, donc ça va être un défi pour moi parce que j'ai tendance à vouloir parler beaucoup, 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 beaucoup. Mais on va essayer de faire ça short and sweet, le plus clair possible. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va être un peu de parler de l'importance de savoir analyser. On va pas nécessairement aller en détail dans l'analyse parce qu'on pourrait aller très, très, très en détail, mais ça, c'est plutôt dans les certificats qu'on va le voir. Je vais commencer par me présenter. Donc, commencer par vous présenter l'agenda d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer par me présenter. Je vais parler un peu des barèmes qu'on entend souvent parler ou des fameuses phrases qu'on entend souvent, puis pourquoi c'est plus ou moins d'actualité actuellement, en ce moment. Après ça, on va regarder un peu les concepts qui sont importants à connaître. Après ça, on va parler, bien sûr, de l'importance des mathématiques financières appliquées à l'immobilier. Puis le dernier point, là, c'est bien entendu, OK, c'est vraiment le fun de savoir analyser vraiment en profondeur avec un chiffrier ou à la main, mais il ne faut pas tomber non plus dans la paralysie de l'analyse. Donc, on va essayer de faire ça en 20-30 minutes. Je vais faire le mieux que je peux pour être le plus clair possible. Je ne vous vois pas, donc je ne peux pas voir les réactions. Je vais essayer d'être le moins monotone possible et donc on y va. Je ne pensais pas pour chacun des points qui sont ici. Mais mon champ d'expertise à moi, donc moi, c'est Francis Fauché. Je suis planificateur financier de formation depuis plusieurs années. Je ne pratique plus le métier de planificateur financier. Maintenant, je suis investisseur immobilier, je suis dans les marchés boursiers, je suis aussi dans la finance corporative. Je vais aider des entreprises pour leurs finances, pour les structurer correctement, pour gérer leurs finances si elles ont besoin. Ça peut être des mandats, etc. Mais bref, en gros, mes scopes de travail, désolé pour les anglicismes, des fois, ça se peut que je les échappe. OK? Donc, on parle de finances immobilières. Finances immobilières, on s'entend, on parle vraiment des projets d'optimisation, acquisition, construction neuve et tout ça. Et ça va être très vaste que ce que je vais faire. Ça peut passer autant de, bien sûr, l'analyse des opportunités, mais ça va être aussi de passer au travers du processus de due diligence, gestion de risque, gestion de portefeuille, gestion de croissance et tout ça. Encore une fois, si je pense que ça va être enregistré dans le futur, vous pourrez faire pause si ça vous tente de lire tout ça au complet. Finance de marché, que ce soit dans du day trading, swing trading ou du long term, je vais être impliqué là-dedans aussi pour mon propre compte. Maintenant, je bâtis mes propres portefeuilles basés sur différentes stratégies. Encore une fois, ça peut être du value investing, du growth investing, income investing, avec du leverage, mettons des leverage ETF. Être long, short, c'est super payant en ce moment parce que le marché n'arrête pas de tomber. Donc, pour ceux qui sont habitués avec des stratégies un peu différentes, c'est très profitable quand le marché tombe. C'est important de le connaître. Bien sûr, l'analyse fondamentale, technique et la finance comportementale. Ça, pour ceux qui sont dans la finance ou bien ceux qui ne comprennent pas nécessairement, qui ne sont pas nécessairement approfondis dans la finance, mais la finance comportementale ou la psychologie du marché, c'est quand même quelque chose qui est intéressant et qui est souvent sous-regardé, si je pourrais dire ça comme ça. Et donc, il y a plusieurs véhicules d'investissement que j'ai marqués ici, mais bref. Finance corporative, dans mon cas, je vais souvent aider des entreprises, surtout pour ce qui est au niveau financier. Donc, on va faire la planification financière corporative. On va regarder, on va projeter les états financiers. On va bâtir les états financiers de A à Z. Bien entendu, ça va dépendre de l'entreprise. Une biotechnologie n'aura pas les mêmes états financiers ou la même modélisation financière que, par exemple, une entreprise de retail. Bref. Et la finance personnelle, bien sûr, en étant planificateur financier, j'ai couvert tous les spectres, je pourrais dire ça, de la finance personnelle. Donc, si on peut voir finance, je suis un mordu de finance, je suis un passionné de finance, d'investissement. Et donc, pour moi, ça fait des années que je baigne là-dedans. Ça fait des années que je suis passionné de ça. J'ai passé au travers de tous les projets, peut-être pas tous les projets imaginables, là, mais j'en ai vécu de A à Z, avec des belles relations, avec des mauvaises relations, avec des locataires, par exemple, et tout ça. Je les ai vécus. Je peux vous dire que c'est pas juste une question de savoir analyser, c'est beaucoup plus loin que ça, mais en 20-30 minutes, je ne peux pas tout vous expliquer. Donc, allons dans le vif du sujet.
je cherchais des titres, puis j'ai dit les fameux barèmes ou les fameuses phrases ou les fameuses whatever, tout ce qu'on entend. Puis j'ai mis quelques phrases ici qu'on entend souvent et que l'idée, c'est un peu de démystifier pourquoi il ne faut pas s'arrêter à ces phrases-là. Par exemple, je n'achète pas en haut de X dollars de l'apport ou je n'achète pas si le taux global d'actualisation de TGA est en bas de 4%, ou wow, un MRB de 20, il est fou. L'idée que je veux expliquer à travers toutes ces phrases-là, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à un moule qui est prédéterminé d'avance. On prend l'exemple d'un TGA. Okay? Un TGA en bas de 4%, tout le monde, des fois, va me dire, il y a du monde qui va nous dire, écoute, c'est beaucoup trop cher, je paye beaucoup trop cher pour l'immeuble. OK, mais ton potentiel, il est où? Premièrement, il faut savoir, ton TGA, il est basé sur les revenus de l'immeuble. Bon, ben, OK. Si par exemple, l'immeuble, c'est un immeuble qui va être à optimiser, puis le 3/4, il est vacant, OK? Ben, vous allez cracher sur un immeuble que vous voulez optimiser, qu'au 3/4, il est vacant juste parce que son TGA est en bas de 4%. Probablement que non. Il ne faudrait pas parce que le fait qu'il soit vacant ou pratiquement vacant, ça fait qu'il est beaucoup moins risqué. OK? Donc là, l'importance de comprendre les concepts de risque aussi dans un projet. Parce qu'un immeuble, mettons, on prend un 50 logements qui est 100% plein, donc il y a 50 locataires, puis ce même 50 logements qui a 5 locataires dedans qui sont sur le bord de partir, ben on s'entend, moi je vais payer, même si mon TGA il est négatif, je vais le payer. Puis un TGA négatif, c'est très possible. Si mes revenus sont faibles et que mes dépenses sont quand même élevées, ça peut amener mon revenu net dans le négatif. Bref, je vais parler dans les détails de ça, mais l'idée en arrière de ça, c'est qu'il faut arrêter de se dire que parce que c'est trop cher de la porte, parce que mon MRB il est trop élevé, je ne vais pas l'acheter. Ce qui est important, c'est de voir c'est quoi le potentiel de mon immeuble et son risque. Okay? Donc, pourquoi c'est important d'analyser? Parce que, OK, mettons que mon TGA, il est bas. Donc, ça veut dire que je paye cher mon immeuble. Okay? Ou mon prix de la porte il est vraiment élevé. Donc, je paye quand même cher mon immeuble. Mon potentiel, il est quoi? Je peux amener ce projet-là où? Okay? Donc, c'est d'un peu de comprendre comment que les mathématiques fonctionnent ensemble et de projeter dans le futur notre projet. Okay? Je ne veux pas essayer de trop vous perdre. Par exemple, puis il y a différents barèmes, ou pas des barèmes, mais des points. Mettons, on prend le MRB. Le MRB, c'est un multiplicateur de revenus bruts. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est combien de fois les revenus bruts je paye mon immeuble. Donc, par exemple, j'ai 100 000, j'ai 100 000 de revenus bruts. Je ne sais pas, j'ai un MRB de 15. Ça veut dire que je le paye 15 fois mes revenus bruts. Okay? Donc, j'achète à 1,5 million. L'idée en arrière de ça, pourquoi c'est imprécis comme multiplicateur? Mais premièrement, si je prends juste mes revenus bruts, ben, puis je le compare deux immeubles identiques avec des mêmes revenus bruts, puis il y en a un que je paye l'électricité, le chauffage, l'énergie, tout au complet, je paye beaucoup de choses. Puis dans le même immeuble identique, j'ai les mêmes revenus bruts, mais je n'ai pas ces charges-là. Techniquement, ça ne vaut pas la même chose. Mais le MRB, ici, il est le même, il est le même. Donc, c'est pour ça que c'est un peu imprécis. On entend souvent parler du MRN. OK? Donc là, j'ai marqué, regarde, le MRN est vraiment bon, c'est un deal. Multiplicateur de revenus nets, c'est qu'on va prendre les revenus nets, puis on va le comparer à mon prix d'acquisition. OK? Cependant, ce qu'on voit souvent dans des. Puis, encore une fois, ce que je vais mentionner, c'est rien contre aucune profession, mais vraiment pas. C'est que souvent dans les fiches de courtier, le revenu net n'est pas normalisé. OK? Puis, généralement, un MRN, on va venir normaliser les revenus. Qu'est-ce que j'entends par normalisation? C'est quand on veut calculer un revenu net qui est normalisé, que ce soit pour une comparaison, pour un calcul de TGA comparable, pour un financement bancaire, un peu comme les banques vont faire, il va falloir rentrer des charges, normaliser des charges d'entretien et réparation, de conciergerie, de gestion. Des fois, on va avoir de la réserve qu'on va mettre aussi là-dedans. Et donc, il faut venir enlever ces charges-là pour les mettre sous un même piédestal, pour pouvoir après ça comparer ensemble. Mais dans ce cas-là, le MRN qu'on pensait qu'il était vraiment bon parce que sur la fiche, il n'y avait pratiquement pas de dépenses, il n'y avait pas de dépenses d'assurance, il n'y avait pas de dépenses normalisées ni rien. Mais ça fait que mon MRN, il me semble être vraiment bon. Mais qu'au final, il ne l'est pas. OK?
sur ces points-là, j'ai mis des petites affaires qu'on entend aussi. Ne capote pas, écoute, excusez si j'ai fait des erreurs, mais ne capote pas, ce n'est pas grave si les taux d'intérêt augmentent. Quand on analyse un projet et pourquoi c'est important, on veut chercher à comprendre c'est quoi qui va venir influencer mes valeurs. Okay? Que ce soit mes valeurs marchandes, mes valeurs économiques, on veut savoir c'est quoi qui vient influencer mes valeurs. Parce que n'oublions pas que quand j'achète un projet pour l'optimiser, pour éventuellement le refinancer, ben, je veux pouvoir projeter dans le futur ma valeur pour avoir une estimation de combien ça pourrait valoir. Okay? Mais là, maintenant, je veux savoir, je veux faire des stress tests. Par exemple, comme stress test, je veux savoir qu'est-ce qui arrive si les taux d'intérêt augmentent. Bien, ça vient directement affecter mes valeurs futures. Je vais vous les montrer des petits concepts qui sont importants à ce niveau-là. Donc, savoir un peu pourquoi tout le monde parle de taux d'intérêt, en quoi ça affecte mes projets. Bien, ça peut faire en sorte que tu refinances moins quand tu auras fini ton projet. Donc, important à savoir. Ça aussi, je m'en vais direct en SCHL pour mon projet d'optimisation qui va durer 6 mois et le concept de la valeur de l'argent dans le temps. Okay? C'est deux choses qui sont vraiment importantes, puis on va les voir un petit peu après. Okay? Parce que n'oublions pas, par exemple, un 100 000 dans un an vaut plus que 100 000 dans 5 ans. Right? Donc, on veut avoir les revenus ou l'entrée d'argent le plus tôt possible. Okay? Parce que, par exemple, si je le reçois dans un an, je le mets dans un CPG pendant les 4 années qui restent, ben mon 100 000, c'est sûr, avec les taux d'intérêt, les taux de CPG qu'on a, on va peut-être avoir 101 000, mais quand même, mon 100 000 va être plus élevé que le 100 000 que j'aurai dans 5 ans. Okay? Donc, il y a des techniques d'ingénierie financière qu'on va chercher à venir trouver, sachant que si je peux refinancer plus rapidement, peut-être que je vais devoir venir en mettre un peu plus. Je peux venir pallier ça par des dettes subordonnées, des prêteurs privés, des prêteurs alternatifs, etc. Mais ce qui est important, c'est de comprendre la valeur de l'argent dans le temps. Okay? Dernier point aussi que je veux stresser vraiment beaucoup. Pas grave, je vais mettre une balance de prix de vente de 100%, no stress, c'est tranquille, il n'y a pas de stress. Il me finance à 100%. Parfait. Pourquoi l'analyse est vraiment importante? C'est parce que je veux savoir, OK, ma BPV, là, c'est vraiment cher, je l'ai maintenant, je ne mets pas une scène de ma poche. Mais est-ce que à mon refinancement ou à l'échéance de cette BPV-là, je peux la rembourser dans son entièreté? C'est à ça un peu que l'analyse sert. Ça sert à analyser, bon, ben, combien dans le futur ça va valoir ce projet-là? Est-ce que je vais être capable de repayer cette balance de prix de vente-là? Okay? Puis c'est là l'importance de savoir calculer correctement. Je vois le temps qui avance, bien sûr. Les concepts importants, OK? Tantôt, je vous ai parlé, par exemple, de taux d'intérêt et tout ça, comment ça vient affecter mes valeurs. Et ça va être important dans mes analyses aussi. Donc, bien sûr, les revenus et les dépenses, incluant une normalisation des dépenses. Il faut normaliser mes revenus, OK? Avec les dépenses d'entretien, réparation, salaire, /conciergerie, la gestion, parce que pour toutes les mettre sous un même piédestal, OK? Puis voir un peu comment dans le futur je peux venir les augmenter ou augmenter mes revenus ou diminuer mes dépenses. Okay? Donc, faire une analyse de marché pour voir si c'est possible de le faire ou pas. Conversion de chauffage. Okay? Taux d'intérêt payé versus taux de qualification. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans nos analyses, on va utiliser un taux de qualification. Okay? Quand je parle de nos analyses en termes de calcul de valeur économique, okay? Parce qu'il y a différentes valeurs, on va les voir un petit peu plus loin. On va utiliser le taux de qualification dans l'univers qui est bancaire, okay? Dans l'univers opérationnel, donc dans la réalité, je ne vais pas payer le même taux d'intérêt. Ce que les banques font, c'est qu'ils vont se mettre des fameux buffers. Okay? Pardonnez mon anglicisme, mais ils vont se mettre des buffers pour justement pallier au risque d'augmentation potentielle de taux d'intérêt. On regarde, il y a quelques mois / années, les taux d'intérêt, ils étaient vraiment, vraiment, mais vraiment bas. Okay? Puis on regarde maintenant, en date d'aujourd'hui, les taux d'intérêt ils ont augmenté quand même de beaucoup. Okay? Donc, quelqu'un qui a analysé un projet, là, mettons, je ne sais pas moi, mettons un an, il n'y aura pas la même valeur de financement bancaire juste à cause de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, ces choses-là, c'est important de les comprendre et voir comment, à la fin de mon projet, est-ce que je pourrais tester, voir si j'augmente les taux d'intérêt, je suis capable de rembourser ma balance de prix de vente, je suis capable de rembourser ma mise de fonds ou mes travaux ou mes ci et mes ça. Si la réponse est non,
ben j'ai-tu un autre immeuble qui vient, que mon financement vient à échéance, que je pourrais venir pallier à tout ça? OK? L'amortissement, bien entendu, plus l'amortissement est long, OK? Donc, par exemple, de 30 ans à 35, à 40 ou même à 50 ans dans la construction neuve, plus mon amortissement est long, plus mes valeurs sont élevées. OK? Donc, ça, c'est comment ça peut venir impacter mes valeurs. Mes ratios de couverture de dette, bien entendu, encore une fois, ça, c'est un buffer des banques. On a X revenus, mais les banques ne veulent X revenus nets normalisés, pardonnez-moi, mais les banques vont venir se mettre des petits buffers conservateurs pour s'assurer que si, par exemple, écoute, tu as moins de revenus cette année-là, tu as plus de dépenses, tu as plus de vacances, tu as plus de. Le monde te paye un petit peu moins, un petit peu de difficulté à aller rechercher tous tes revenus et tout ça. Bon, ben, OK, je vais venir enlever, mettons, 20%, 15%, 30%, puis je vais utiliser ça pour que tu puisses payer mon hypothèque. Donc, dans le fond, c'est tous des petits barèmes que les banques vont utiliser, des barèmes conservateurs, pour s'assurer que tu sois en mesure de payer ta dette et que tu ne sois pas en défaut de paiement. OK? Un autre concept qui est intéressant à connaître, c'est le taux global d'actualisation des comparables. OK? Donc, dans les immeubles vendus que j'ai à côté, OK, par exemple, l'idéal, c'est un copier-coller de mon immeuble qui est mon voisin, qui est exactement identique à moi, avec les mêmes revenus, les mêmes dépenses. Ça n'arrive jamais, mais il faut savoir c'est quoi aussi un bon comparable. Je n'irai pas dans les détails non plus de c'est quoi un bon comparable, mais c'est un immeuble qui, ben, je peux l'expliquer rapidement, qui a le même look. Donc, un immeuble qui a 50 ans, qui a été construit, mettons, qui a été construit en 1950, puis un autre immeuble à côté qui a été construit en 1950, mais les deux, il y en a un qui n'est pas du tout rénové, puis l'autre qui est 100% rénové, ça n'a pas la même âge. Okay? Même si les deux sont construction en 1950. Comparable, c'est quoi? Dans le même secteur. Dans un même secteur. Montréal, il y a tellement de différents secteurs, donc il faut vraiment aller spécifique. Sinon, ça peut être quoi d'autre? La grosseur de ton terrain. Est-ce que mon terrain fait 2500 pieds carrés, puis mon voisin, comparable, il en fait 15 000 pieds carrés? Ben, c'est pas du tout la même comparable parce que ton terrain, est-ce que tu peux construire dessus? Ça a une certaine valeur. Okay? Donc, sinon, ça peut être quoi aussi? Le cadre légal. Cadre légal et réglementaire. Est-ce que la ville est vraiment difficile à octroyer des permis de rénovation, d'agrandissement, de subdivision, name it? Si la réponse est oui, ben, est-ce que je vais prendre le même comparable d'une place qui ne l'est pas? Pas nécessairement, parce que la place qui n'a pas toutes ces contraintes-là, si je peux dire, ça va être beaucoup plus facile de faire la rénovation que tu veux faire. OK? Maintenant, 3 petits concepts que je veux juste parler un petit peu rapidement parce que des fois, il y a du monde qui peut-être ne le comprennent pas. Donc, les concepts de juste valeur marchande, valeur économique et le prix d'acquisition. OK? Le juste valeur marchande, c'est un peu une valeur qui a été attribuée après que les acheteurs et les vendeurs aient négocié. Bien sûr, le vendeur veut le prix le plus élevé, l'acheteur veut le prix le plus bas. Il y a de la négociation, puis ils s'entendent d'un prix. Ça, sur un prix. Ça, c'est sa valeur marchande. Okay? C'est ce qu'un acheteur est prêt à payer au vendeur pour acheter un immeuble. C'est ce que ça vaut. Okay? Cependant, c'est pas parce que ça vaut ça que le monde va nécessairement payer ça. Par exemple, ça vaut 1 million et tu as un ami à toi que tu connais vraiment bien, tu décides de lui vendre à 950 000. Si je regarde les comparables, ça vaut 1 million, mais moi, je l'ai acheté à 950 000. Okay? Donc, bien entendu, la plupart des institutions financières vont financer le moindre de ces trois-là ici. Okay? Valeur économique, puis bien entendu, ce n'est pas une faute de frappe, il y a un S à valeur économique. Pourquoi? Parce qu'une valeur économique, c'est une valeur finançable. Okay? Qu'est-ce qu'on entend par valeur finançable? C'est une valeur que la banque va utiliser pour te financer. Donc, ils vont regarder c'est quoi les revenus et les dépenses. Ils vont venir normaliser tout ça. Ils vont mettre un ratio de couverture de dette avec l'amortissement, avec le taux de qualification. Ça vaut combien? Avec les ratios pré-valeur, bien entendu. Ça vaut combien au niveau bancaire? Et souvent, surtout dans les secteurs, par exemple, comme Montréal, la juste valeur marchande va être très, 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 très élevée. La valeur économique va être beaucoup plus faible dans un immeuble qui a besoin d'amour, besoin d'être optimisé. Donc, souvent, il va y avoir une disparité entre les deux, là, ce qu'on va appeler généralement une prime de marché.
OK? Les banques vont financer généralement au moindre des 3 et vont refinancer au moindre des 2. Parce que quand tu refinances, tu n'as pas de prix d'acquisition là, à ton refinancement. Donc, ça va être le moindre de la juste valeur marchande et de la valeur économique. Donc, ceci étant dit, si je veux regarder combien je peux ressortir dans le futur, je me base sur quelle valeur? Bien, je dois analyser les deux. Je dois analyser c'est quoi ma valeur marchande projetée, puis je dois définir, je dois calculer c'est quoi ma valeur économique projetée. Okay? L'importance des mathématiques financières. Je me suis fait vraiment du fun. Je me suis permis de mettre des belles petites formules mathématiques. Inquiétez-vous même pas, on n'en parlera même pas. Okay? Juste vous dire, moi, c'est ma préférée, c'est celle-là qui est ici. Okay? On a toute une formule préférée ou une formule dans Excel préférée, peu importe. Pourquoi c'est important les mathématiques? Okay? Premièrement, déterminer la rentabilité d'un projet. Okay? Que ce soit trop cher, pas cher, peu importe, on s'en fout. C'est quoi la rentabilité du projet? Je peux payer l'immeuble le plus cher possible du secteur, mais ma rentabilité va être plus grande que la plupart des autres projets. Okay? Souvent, quand on parle de TGA, pourquoi des fois on voit les TGA qui sont vraiment bas? Bien, souvent, c'est parce que ça reflète un potentiel que tu peux aller chercher. Okay? Par exemple, mes loyers sont bas, je peux aller en chercher beaucoup plus. Voilà. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important de comprendre. C'est de peu importe le prix que tu payes, est-ce que je peux avoir une rentabilité qui est raisonnable et qui fait mon affaire, tout en considérant le risque. Okay? Comme je l'ai dit, un projet trop cher peut être plus rentable qu'un immeuble pas cher. Okay? C'est les chiffres qui vont venir dicter tes actions ou tes conclusions. Okay? Les mathématiques, ce que j'adore des mathématiques, c'est que ça permet une objectivité dans tes analyses puis dans tes décisions. Okay? Que ce soit, écoute, je dois investir 15 000 dans ma 15 000 dans ma cuisine ou peu importe ma salle de bain parce que je mets des poignées en or ou peu importe. Puis ça me permet d'augmenter mes loyers de whatever, 100 $. Okay? Mais ce 100 $-là, oui, il y a l'aspect cash flow annuel okay, qu'on peut calculer, mais en termes de refinancement potentiel et de levier potentiel, c'est ce que la mathématique permet de chercher. Donc, la décision se pose, le 15 000 puis le 100 $ d'augmentation permet d'aller chercher combien à mon refinancement plus tard. Ça se calcule. Okay? Puis c'est à ça que sont les mathématiques. Toutes les décisions deviennent objectives. S'assurer de comprendre comment les critères bancaires affectent la valeur des immeubles. Encore une fois, tantôt, je parlais de taux d'intérêt. Et pourquoi c'est important de comprendre comment le taux d'intérêt ou le taux de qualification a un impact sur ma valeur, sur mon prêt potentiel? Parce que moi, je veux savoir, est-ce que je dois réinjecter une nouvelle mise de fonds si les taux d'intérêt ont tant que ça augmenté? Mettons que j'ai acheté ou refinancé quand les taux d'intérêt étaient excessivement bas, puis je veux refinancer quand les taux d'intérêt ont vraiment augmenté, est-ce que j'ai assez augmenté mes revenus pour aller chercher, pour avoir assez capitalisé? Ou au contraire, je dois réinjecter une nouvelle mise de fonds? Parce que ce que les banques sont prêtes à vous prêter, c'est un calcul mathématique pur et simple. Là. C'est ce calcul mathématique-là, généralement, qu'ils vont utiliser. Okay? La VA qui est ici, c'est la valeur de ton prêt que tu peux obtenir. C'est mathématique. Si mon I qui est ici augmente, le prêt que je peux obtenir diminue. Tout ça est mathématique et tu peux venir le mettre dans tes stress tests de ton chiffrier. Je ne vais pas aller en détail là-dedans, il me reste 5 minutes à peu près, donc on va continuer tout de suite. Savoir jusqu'à combien tu peux payer pour que ton projet soit rentable. Au lieu de dire qu'il est trop cher maintenant, pose-toi la question, jusqu'à combien je serais prêt à payer, je peux payer pour que l'immeuble soit rentable, pour que mon projet soit rentable. OK? Donc, je peux se mettre, par exemple, mon critère de rentabilité, c'est bon, je récupère mon argent et mes frais de construction. Parfait. Bon, pour faire ça, j'ai besoin d'un refinancement de X. Pour avoir ça, il faut que j'augmente mes revenus de temps. Puis, est-ce que c'est réalisable de faire ça? Pour que j'aille un rendement, je ne sais pas moi, de 20 ou 25 Bon, puis quand je parle de rendement, on va le voir un peu plus loin, mais je parle de taux de rendement interne. OK? Si la réponse est que mon rendement, c'est de 3 je l'ai payé trop cher. Donc, je vais regarder, je vais diminuer mon prix jusqu'à temps que j'atteigne mon 5 mon 25 pardon.
Et si la réponse c'est 300 000 moins cher, ben, je rentre mon offre à 300 000 moins cher. Puis si je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. C'est correct aussi. OK? Rentabilité versus risque. Très important. OK? Donc, plus un projet est risqué, plus je m'attends à avoir une rentabilité qui est élevée. Donc, si je compare deux projets, un qui est risqué, vraiment, vraiment, vraiment risqué, et l'autre qui est pratiquement pas risqué, bien, c'est sûr que je vais m'attendre à un rendement qui est beaucoup plus élevé sur celui qui est très risqué versus l'autre qui ne l'est pas. Okay? Donc, c'est important de comprendre ces barèmes-là aussi. Tenir compte du concept de la valeur de l'argent dans le temps, ça, c'est hyper important. Okay? Si je peux refinancer à l'année 1 versus l'année 5, ben, je vais préférer le refinancer à l'année 1 pour un même montant d'argent, là, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, mettons un 100 000 à l'année 1, après un an, et un 100 000 à l'année 5. Okay? Parce que quand je regarde ça, puis j'amène ça en date d'aujourd'hui, ben, le 100 000 dans un an vaut plus que le 100 000 dans 5 ans via le concept mathématique que tu peux le réinvestir, que ce soit dans un CPG ou dans un autre projet immobilier. Là, je ne veux vraiment pas aller là-dedans, mais en finance et en mathématiques financières, ben, dans le certificat, du moins, on explique les différences entre le taux de rendement interne et là, j'aurais dû mettre RSI, le retour sur investissement ou Return on Investment. Donc, le taux de rendement interne, c'est un concept qu'on va utiliser, surtout en finance, on va beaucoup plus utiliser le tri que le rendement. Parce que, par exemple, je reprends le même exemple. Le 100 000 dans un an ou 100 000 dans 5 ans, si je fais un retour sur investissement, ben, je fais 100 000 puis j'investis, mettons, je ne sais pas moi, j'ai investi 1 million, mettons 100 000 sur 1 million, j'ai fait 10 de rendement. Ouais, mais ton 100 000 que tu reçois dans un an versus dans 5 ans, il ne vaut pas la même affaire. Là. En date d'aujourd'hui, il vaut beaucoup moins que 100 000. Okay? Donc, c'est là qu'on va regarder les concepts de tri et versus le ROI. Okay? Je finirai avec ça. OK? Là, je vous ai parlé de concepts mathématiques, je vous ai parlé de concepts tout court, les valeurs, comment que ça vient influencer, l'important d'analyser puis de déterminer les vraies valeurs et pas les valeurs qu'on entend à gauche, à droite, que tu lèches ton doigt, tu regardes le vent, il est où ce matin-là, et là, tu dis, ben, écoute, je m'en vais là comme valeur. Non, il faut que mathématiquement, tu sois confiant dans tes valeurs, mais au final, tu ne veux pas tomber dans la paralysie de l'analyse, tu ne veux pas suranalyser puis pas faire aucun projet. Premièrement, il n'y a pas d'opportunité parfaite. Okay? Jamais, jamais, jamais tu vas avoir l'opportunité du siècle où ce que tu ne vas vraiment pas payer cher, que tu as une extra grosse rentabilité. Pourquoi? Parce que le marché, c'est un marché entre guillemets intelligent où ce que tu vas avoir les valeurs qui vont suivre en fonction de l'offre et la demande. C'est de l'offre et la demande qui vient dicter le marché. Si tu as un projet qui est sous-évalué, tu vas avoir probablement 50 offres dessus le demain matin, dépendamment du secteur. Et c'est là que tu vas voir qu'on va aller vers la vraie valeur. Des fois, on va accepter une rentabilité plus faible. Puis on va parler aussi du concept de vélocité de l'argent. C'est ma dernière slide en passant à tout le monde. Rentabilité plus faible, au lieu de prendre 25 je suis prêt à accepter 21 qui est au 19, qui est quand même très bien, parce que demain matin, je suis prêt à investir là, puis que je peux récupérer mon argent assez facilement. Parce que par exemple, j'attends 1 an, 2 ans, puis j'ai toujours pas investi, ben c'est à 0% mon argent, là, ou 0,5 parce que tu es avec la banque. Là. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, dans le fond, l'idée, c'est peut-être que mes attentes de rentabilité sont peut-être trop élevées. Je suis prêt à peut-être laisser un petit peu plus d'argent sur la table à mon refinancement. Je ne récupérerai peut-être pas l'entièreté de mon capital, mais je vais en récupérer une partie. Et après ça, je vais pouvoir le remettre dans d'autres projets et d'autres projets. Et au global, c'est mieux de faire ça que de laisser ton argent dormir. Encore une fois, passer à l'action, carrément. Analyser, c'est hyper important. Il faut que tu saches comment analyser et comment tu peux ressortir éventuellement. Et aussi, créer des partenariats stratégiques pour combler vos faiblesses. Okay? Si par exemple, toi, tu as peur parce que tu n'es pas bon en construction ou tu n'es pas bon en finance ou tu n'es pas bon en X, Y, Z choses, bien, viens t'armer de personnes qui sont spécialisées là-dedans. Okay? Que ce soit dans des projets directement, que tu viens rentrer comme actionnaire ou partenaire directement, ou des partenaires professionnels. Par exemple, je ne sais pas, moi personnellement, je ne connais pas la loi de l'impôt par cœur. Là. OK?
OK? Donc, je vais prendre un fiscaliste qui va me coûter X dollars de l'heure, mais en faisant ça, il va venir combler la faiblesse que je ne connais pas, la loi de l'impôt par cœur. Même chose pour le Code civil du Québec. On va avoir les avocats spécialisés là-dedans. Donc, de venir s'armer de professionnels qui sont capables de vous aider à cheminer à travers tout ça. Dernière chose que j'aimerais vous dire, premièrement, c'est merci pour votre écoute. Et la dernière chose, ce serait vraiment de ne pas négliger l'importance de bien analyser. Je sais que là, je vous ai parlé de formules mathématiques, puis il y en a que c'est pas fort leur mathématiques, puis c'est très loin. Faut se renseigner. Je pense qu'il y a des bons vidéos YouTube sur de l'AMX qui en parlent, de l'importance des mathématiques financières. Sinon, bien sûr, il y a le certificat en ingénierie financière qu'on est là pour vous aider, qu'on vient passer un petit peu plus que 20 à 30 minutes sur tous ces concepts-là. All right? Donc, j'ai aucune idée à qui je parle, mais merci de votre attention. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi. Et si jamais vous avez des questions, LinkedIn, Facebook, or whatever, je ne mettrai pas mon cellulaire quand même, mais n'hésitez pas. All right? Donc, merci beaucoup. Et Max, je ne sais pas, c'est toi qui handle tout ça, là, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire si je dois aller au studio ou quelque chose comme ça.